Dans une région aride du sud de la France, un homme refuse une offre millionnaire pour un terrain aride hérité de son grand-père, laissant tout le monde perplexe. Tandis que les hommes d'affaires et sa famille le pressaient, il gardait dans son cœur une promesse sacrée. Du sol craquelé a jailli non seulement de l'eau, mais l'espoir pour toute une communauté, une histoire de foi, de résilience et d'amour de la terre qui va vous émouvoir. Préparez-vous à découvrir le véritable trésor caché dans ce lopin de terre. Aimez, abonnez-vous et dites-nous d'où vous nous regardez. Le soleil frappait sans pitié cette étendue de terre craquelée, où même les lézards les plus résistants n'osaient s'attarder longtemps. C'est là, dans ce décor désolant, qu'Antoine Dubois se tenait debout, la sueur perlant sur son front. Une lettre froissée dans la main droite. La proposition était aussi claire que l'eau qui manquait à ce sol. 2 millions d'euros pour un terrain qui, aux yeux de toute personne sensée, n'en valait même pas le 10e. Et pourtant, il venait de déchirer le papier en petits morceaux, laissant le vent sec du midi les emporter au loin, comme des graines stériles qui ne germeraient jamais. « Tu as perdu la tête, mon fils ?» La voix de sa mère, Cécile, résonnait dans sa mémoire depuis la semaine précédente, lorsqu'il avait communiqué sa décision à la famille réunie pour le déjeuner dominical. Ton grand-père t'a laissé ce bout de rien par pure obstination. Il a toujours été un rêveur déconnecté de la réalité. Mais Antoine savait quelque chose que personne d'autre ne voyait. Ou peut-être était-ce simplement la foi, cette même foi qui soutenait les vieilles dames qui, leur chapelet entre leurs mains calleuses, priaient pour la pluie lors des messes à l'église du village. La foi. Quel mot étrange pour un ingénieur diplômé avec mention d'une grande école d'ingénieurs à Paris, habitué aux calculs précis et aux projets millimétrés. Il fit 3 pas en avant et s'accroupit, prenant une poignée de cette terre sèche entre ses doigts. Il sentit sa texture, sa température, son poids. Combien vaut le souvenir d'une étreinte? Combien coûte la promesse faite aux yeux embués d'un vieil homme mourant? Aucun tableur au monde ne pouvait calculer cela. L'ombre projetée par son corps sur le sol commençait à s'allonger, annonçant la fin de l'après-midi. À l'horizon, le soleil descendait majestueusement, peignant le ciel de tons orangés qui semblaient embraser les nuages épars. C'était l'heure magique que son grand-père appelait le soupir de Dieu. Ce bref moment où la nature semblait faire une pause pour contempler sa propre beauté, avant de s'abandonner à la nuit. L'argent s'épuise, mon petit-fils, mais la terre demeure. Les mots du vieux Jérôme revenaient comme un mantra, murmuré par cette même brise qui caressait maintenant son visage. Cette terre a soif, mais elle a une âme, et un jour, tu comprendras ce qu'elle cache. Antoine respira profondément, sentant l'air sec remplir ses poumons. Il devait rentrer chez lui, où Marianne l'attendait probablement avec un air inquiet et des arguments renouvelés sur la façon dont la vente de ce terrain résoudrait tous les problèmes financiers de la famille. Comment lui expliquer que certaines décisions n'entrent pas dans la logique des chiffres? Comment lui faire comprendre qu'il faut parfois écouter ce que l'âme crie, même quand la raison conseille le contraire? Il prit la vieille camionnette qu'il avait héritée en même temps que le terrain. Un autre trésor que son grand-père insistait pour conserver, malgré les constants problèmes mécaniques. Il mit le contact. Le moteur toussa 3 fois avant de finalement répondre, et il entama le chemin du retour vers la petite ville. En passant devant l'entrée de la propriété, il jeta un dernier regard sur cette étendue apparemment inutile. « Je tiendrai ma promesse, papy », murmura-t-il pour lui-même, « même si tout le monde me prend pour un fou. » La nouvelle qu'Antoine Dubois avait refusé des millions pour un lopin de terre aride se répandit dans la petite ville de Villeneuve, comme une traînée de poudre. En moins de 2 jours, il n'y avait pas un comptoir de café, un salon de coiffure ou un groupe discutant sur les bancs publics, où le sujet n'était pas commenté, analysé et jugé. Le petit-fils du vieux Jérôme a complètement perdu la tête, disait le propriétaire de l'épicerie en pesant 1 kilo de lentilles pour une cliente. J'ai toujours pensé que ses études à Paris finiraient par lui tourner la tête. On dit que c'est sa femme qui est désespérée, et commentait la coiffeuse tout en appliquant une teinture sur les cheveux blancs de Madame Martin. La pauvre, elle a quitté un bon emploi dans la grande ville pour suivre son mari dans cette folie de revenir à la campagne. Et maintenant, ça.
Et ainsi, tandis que la ville bruissait de spéculation, Antoine commençait à mettre en œuvre le plan qu'il mûrissait silencieusement depuis le décès de son grand-père, 6 mois auparavant. Dans le petit bureau improvisé dans une des chambres de sa maison, il étalait des cartes, des rapports géologiques et des livres sur les techniques de culture en région aride. Les nuits blanches se succédaient, tandis qu'il cherchait des réponses à des questions qu'il ne savait même pas formuler correctement. Une de ces nuits, alors que les aiguilles de l'horloge avaient déjà dépassé 3 heures du matin, Marianne apparut à la porte du bureau, les yeux rouges de fatigue et d'inquiétude. « Antoine, s'il te plaît, viens dormir. » Il leva les yeux des papiers devant lui comme s'il sortait d'une transe. Il remarqua les cernes profondes de sa femme, la façon dont elle s'appuyait sur le montant de la porte. « Juste encore un peu, Marie. Je suis sur le point de trouver quelque chose d'important. »« Tu dis ça toutes les nuits, » répondit-elle avec un soupir qui portait plus de résignation que de reproche. « Les enfants ont demandé aujourd'hui si tu étais malade, parce qu'ils ne te voient même plus. » Ces mots frappèrent Antoine comme une gifle. Il pensa à Lucas et Sophie, ses enfants de 8 et 6 ans, attendant leur père qui passait plus de temps avec des cartes et des projets qu'avec eux. « Désolé, c'est que… Je sais, l'interrompit Marianne en s'approchant et en posant une main sur son épaule. Tu sens que tu dois ça à ton grand-père. Mais ton grand-père n'aurait pas voulu que tu sacrifies ta famille pour un bout de terre. » Elle fit une pause, choisissant soigneusement ses prochains mots. « Tony, cette offre tient toujours. 2 millions. Nous pourrions offrir une vie meilleure aux enfants, sans souci. Tu pourrais ouvrir ton propre bureau d'études ici même, si tu voulais rester à la campagne. » Antoine ferma les yeux un instant. La proposition était tentante, surtout quand il voyait le sacrifice que sa famille faisait. Il avait abandonné un poste prometteur dans une multinationale pour retourner à ses racines, mu par la promesse faite à son grand-père mourant et par la certitude inexplicable que ce terrain aride gardait un secret précieux. « Donne-moi juste quelques semaines de plus, Marie. Si d'ici là je n'arrive pas à prouver que ça vaut la peine, je reconsidérerai la proposition. » Elle le fixa de ses yeux verts qu'il avait conquis à l'université, des yeux qui révélaient maintenant un mélange d'amour et d'incrédulité. « 3 semaines, Antoine. Après ça, il faudra réfléchir avec la tête, pas avec le cœur. » Le lendemain matin, Antoine se rendit de nouveau à la propriété, cette fois avec un but plus défini. Il emporta quelques outils de base, des piquets en bois et des rouleaux de ficelle. Il commencerait à délimiter les zones selon le projet rudimentaire qu'il avait esquissé pendant ses nuits d'insomnie. Le soleil n'avait pas encore atteint son zénith lorsqu'il fut surpris par l'approche d'une camionnette beaucoup plus neuve et puissante que la sienne. Le véhicule s'arrêta dans un nuage de poussière et en descendit Auguste Moreau, l'homme d'affaires qui tentait depuis des mois d'acheter le terrain. « Bonjour l'ingénieur », s'exclama-t-il avec une fausse jovialité, ajustant ses lunettes de soleil coûteuses sur son nez. « Je vois que vous êtes déterminé à commencer votre projet. » La façon dont il prononça le dernier mot laissait clairement entendre ce qu'il pensait des chances de succès de cette entreprise. « Bonjour, monsieur Moreau », répondit Antoine sèchement, continuant son travail d'enfoncer un piquet dans le sol desséché. « Vous savez, j'ai réfléchi », continua l'homme d'affaires en marchant dans sa direction. « Peut-être que notre offre n'a pas été suffisamment attrayante. Que diriez-vous de laisser les 2 millions et d'ajouter une villa sur la côte d'Azur? J'ai une propriété là-bas qui plairait certainement à votre femme et à vos enfants. » Antoine arrêta ce qu'il faisait et fixa l'homme devant lui. Grand, bien habillé, avec cet air de celui qui a l'habitude d'obtenir tout ce qu'il veut. Il représentait tout ce qu'il aurait pu être s'il était resté à Paris, poursuivant la carrière prometteuse qu'il avait abandonnée. « Que voulez-vous vraiment faire de cette terre, Moreau ? Parce que je ne me fais pas d'illusions, en pensant que c'est pour sa valeur immobilière actuelle. » Un sourire énigmatique apparut sur les lèvres de l'homme d'affaires. « Disons que j'ai une vision d'avenir, mon cher. Ce pays change, et des endroits comme celui-ci, il fit un geste large englobant toute la propriété, vont prendre beaucoup de valeur très bientôt. Je ne fais que prendre les devants. Ou peut-être savez-vous déjà quelque chose que je devrais découvrir, rétorqua Antoine, observant attentivement la réaction de l'autre. Pendant un instant, presque imperceptible, le masque de confiance de Moreau vacilla, mais il retrouva vite son sang-froid et laissa échapper un rire forcé.
Vous avez toujours été intelligent, Dubois. Vous étiez le meilleur de votre promotion à la grande école, tout le monde le disait. C'est justement pour ça que je ne comprends pas votre obsession pour un lopin de terre qui n'est même pas bon pour élever des chèvres. Il fit quelques pas vers sa camionnette, mais s'arrêta et se retourna à nouveau. L'offre tient encore 15 jours. Après cela, je ne garantis pas que nous serons toujours intéressés. Pensez à votre famille. Et sur ces mots, il partit, laissant derrière lui un nuage de poussière qui fit tousser Antoine et le força à se couvrir les yeux. Quand il put enfin voir à nouveau, il remarqua qu'il n'était plus seul. À quelques mètres de là, appuyé, contre un arbre sec se tenait un vieil homme qu'il reconnut comme étant le père Joseph, un ancien ami de son grand-père. Le gros argent fait du bruit, mais la vérité vient dans le silence, dit le vieil homme en s'approchant à pas, lent, appuyé sur une canne en bois rustique. Votre grand-père le savait. Savez-vous pourquoi mon grand-père tenait tant à cette terre ? Demanda Antoine, sentant un soudain espoir. Le vieil homme sourit, révélant l'absence de plusieurs dents. Jérôme était un homme de peu de mots et de beaucoup de secrets. Mais il m'a dit une fois que la richesse de cette terre n'était ni au-dessus ni en dessous d'elle, mais en elle-même. Antoine fronça les sourcils, essayant de déchiffrer l'énigme. Qu'est-ce que cela signifie, Père Joseph ? Cela signifie que vous cherchez au bon endroit, mais peut-être avec les mauvais yeux, répondit le vieil homme en lui tapotant amicalement l'épaule. La terre parle, mon fils, mais seul celui qui a de la patience peut l'écouter. Les jours suivants, Antoine se consacra entièrement au travail sur le terrain. Avec des ressources limitées et en utilisant beaucoup plus de volonté que d'équipements adéquats, il réussit à délimiter les zones qui, selon ses études, auraient le plus grand potentiel pour démarrer la culture expérimentale. Il engagea un conducteur de tracteur pour labourer une petite partie du terrain et commença à mettre en place un système rudimentaire de récupération de la rare eau de pluie. Les économies de la famille, cependant, s'épuisaient rapidement. Un après-midi, en rentrant chez lui, il trouva Marianne assise à la table de la cuisine avec plusieurs factures étalées devant elle et les yeux embués de larmes. « Nous n'allons pas pouvoir payer les frais de scolarité des enfants ce mois-ci, » dit-elle sans lever les yeux quand elle le sentit entrer. « Et la banque a appelé pour réclamer la mensualité du prêt que nous avons fait pour acheter les tuyaux d'irrigation. » Antoine sentit le poids du monde sur ses épaules. Il s'assit, lourdement sur une chaise, sans trouver les mots pour répondre. « J'ai vendu mes bijoux hier, » continua Marianne, le regardant maintenant droit dans les yeux. « Ceux que j'avais reçus de ma grand-mère. Ça a permis de payer quelques factures, mais ça ne durera pas longtemps. Marie, Non, Antoine, je ne veux plus entendre de promesses ou de théories. Les enfants ont besoin de stabilité, ils ont besoin d'un avenir. Je t'ai soutenu quand tu as voulu revenir ici. J'ai compris ton besoin d'honorer ton grand-père, mais ça va trop loin maintenant. » À ce moment, Lucas et Sophie entrèrent en courant dans la cuisine, interrompant la conversation. Ils revenaient tout excités de chez la voisine, où ils regardaient des dessins animés à la télévision. Un luxe que leur propre maison ne pouvait plus se permettre, après avoir dû vendre l'appareil pour payer des dettes. « Papa, papa, devine ce qu'on a vu chez Madame Carmen ?» s'exclama Sophie, les yeux brillants d'excitation. « Un monsieur à la télé faisait un jardin dans un endroit tout pareil que ton terrain. C'était tout sec et après c'est devenu vert et joli. » Antoine sourit, malgré l'épuisement et les soucis. Il s'accroupit pour être à la hauteur de sa fille et passa la main dans ses cheveux bouclés. « Vraiment, princesse ? Et comment ? Il a fait ça ? Il a mis des plantes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, » expliqua Lucas, prenant un ton professoral qui correspondait bien à sa nature curieuse. « Et il a fait des trous spéciaux qui gardent l'eau quand il pleut. »« Citerne », corrigea Sophie, fière de se souvenir du mot difficile. « Ça s'appelle une citerne. » Quelque chose s'alluma dans l'esprit d'Antoine. Des citernes, bien sûr. Comment n'y avait-il pas pensé plus tôt ? Les techniques de récupération d'eau de pluie par citerne transformaient la vie de milliers de familles dans les zones arides. C'était une solution simple, peu coûteuse et efficace pour capter et stocker l'eau de pluie. Le soir même, après que les enfants se soient endormis, Antoine présenta à Marianne un nouveau plan, plus modeste et réaliste que les précédents.
Il parla des citernes, des cultures adaptées à la sécheresse, des techniques ancestrales qui pourraient être combinées avec les connaissances modernes. « J'ai besoin d'un mois de plus, Marie. Juste un mois. Si d'ici là nous n'obtenons aucun résultat concret, j'appellerai moi-même Moreau pour accepter la proposition. » Marianne soupira profondément, comme si elle rassemblait ses dernières réserves de patience. « Un mois, Antoine. Pas un jour de plus. » Et ainsi, avec un délai serré et des ressources limitées, Antoine intensifia son travail sur le terrain. Au cours de ses recherches, il découvrit qu'il existait un programme régional qui fournissait une assistance technique pour la construction de citernes dans les propriétés rurales. Il déposa une demande, mais la lenteur administrative laissait présager que l'aide, si elle arrivait, prendrait beaucoup plus que le mois de délai dont il disposait. C'est alors que, un dimanche après la messe, le père Joachim annonça à la petite assemblée « Mes frères, nous connaissons tous les temps difficiles que traverse notre communauté. La sécheresse frappe nos terres et nos espoirs. Mais aujourd'hui, je veux proposer quelque chose de différent. Notre compatriote Antoine Dubois essaie de mettre en œuvre un projet qui pourrait apporter des bénéfices à de nombreuses familles à l'avenir. Que diriez-vous de nous réunir pour une journée d'entraide dimanche prochain pour l'aider? Comme au bon vieux temps, quand nos pères et grands-pères unissaient leurs forces pour construire des retenues d'eau et des maisons. » Antoine, qui était assis sur le dernier banc de l'église, sentit ses joues brûler tandis que plusieurs visages se tournaient dans sa direction. Certains exprimaient la curiosité, d'autres le scepticisme, et quelques-uns montraient cette lueur caractéristique de l'espoir qui renaît. Le dimanche matin suivant, à sa grande surprise, plus de 20 personnes se présentèrent sur le terrain. Hommes, femmes, personnes âgées et même quelques enfants, tous apportant ce qu'ils pouvaient offrir. Des outils, de la nourriture pour un déjeuner communautaire ou simplement la force de leurs bras. Parmi les volontaires se distinguait Joséphine, une dame de près de 80 ans, dont les yeux sombres et vifs contrastaient avec la peau ridée par le soleil et le temps. Pendant que les hommes creusaient en suivant les instructions d'Antoine pour créer la base de la citerne, elle observait attentivement et, de temps en temps, faisait des commentaires qui surprenaient par leur sagesse. « Ne creuse pas là, mon garçon. La terre dit que ce n'est pas un bon endroit, » dit-elle à un moment donné en désignant l'un des hommes. « Tu vois comment les fourmis font un chemin en évitant ce point? Elles savent ce qu'elles font. » Au début, certains rirent du commentaire de la vieille dame. Mais Antoine, intrigué, demanda qu'on vérifie le sol à cet endroit. À la stupéfaction générale, ils trouvèrent un gros rocher qui aurait rendu impossible l'excavation, ou, pire, aurait pu compromettre toute la structure si la construction avait commencé là. « Comment le saviez-vous » demanda Antoine, sincèrement impressionné. « Mon peuple était sur cette terre bien avant l'arrivée des Français, mon fils, » répondit-elle avec un sourire énigmatique. « Nous avons appris à écouter ce qu'elle a à dire. » Tout au long de cette journée, Joséphine partagea des connaissances précieuses sur les plantes résistantes à la sécheresse, sur les signes de la nature qui annoncèrent la pluie ou une sécheresse prolongée, sur la façon dont certaines herbes que tout le monde considérait comme inutiles pouvaient en fait enrichir le sol. La menthe sauvage qui pousse là, désigna-t-elle une plante aux feuilles découpées et à l'odeur forte, ne sert pas seulement de remède, mais attire aussi des insectes qui aident les autres plantes à pousser fortes. Au fur et à mesure que la journée avançait et que le travail progressait, Antoine sentait grandir en lui quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un espoir authentique. Il voyait sur les visages en sueur des volontaires non seulement de la fatigue, mais aussi un sentiment d'objectif partagé, comme si ce projet n'était plus seulement le sien, mais celui de toute la communauté. Quand le soleil commença à se coucher et que les gens retournèrent chez eux, la base de la citerne était prête et une petite zone avait été préparée pour la plantation expérimentale. C'était peu par rapport à ce qui devait être fait, mais cela représentait une avancée significative. Les semaines suivantes, d'autres journées d'entraide furent organisées. Chaque dimanche, après la messe, un groupe, toujours variable, mais jamais inférieur à 15 personnes, se rendait sur le terrain pour contribuer quelques heures de travail. Peu à peu,
la citerne prenait forme et les premiers plans de cultures adaptés à la région, suggérés par Joséphine, étaient mis en terre. Antoine partageait son temps entre le travail sur le terrain et de petits services d'ingénierie qu'il parvenait à trouver en ville pour compléter les revenus familiaux. Les nuits continuaient d'être consacrées aux études et aux recherches. Mais il comptait désormais sur l'aide de Marianne qui, touchée par l'engagement de la communauté, avait commencé à s'intéresser au projet. C'est elle qui, un jour, ramena à la maison un vieux livre sur les techniques d'irrigation utilisées par les anciens peuples de la région. « J'ai trouvé ça à la bibliothèque municipale », expliqua-t-elle en posant le volume usé sur la table. « J'ai pensé que ça pourrait être utile. » En feuilletant les pages jaunies, Antoine découvrit des descriptions détaillées de méthodes ancestrales pour préserver l'humidité du sol, profiter de la rosée du matin et identifier les endroits où la présence d'eau souterraine était la plus probable. Marie, c'est incroyable. Certaines de ces techniques sont si simples que nous pourrions les mettre en œuvre immédiatement, sans coût supplémentaire. L'enthousiasme d'Antoine était contagieux. Pour la première fois depuis de nombreux mois, Marianne revit en lui l'homme dont elle était tombée amoureuse, brillant, déterminé, mu par un but plus grand que lui-même. Le délai d'1 mois qu'elle avait fixé passa sans que la question de la vente du terrain ne revienne sur le tapis. Non pas parce que les problèmes financiers avaient été résolus, loin de là, mais parce que quelque chose de plus profond était en jeu maintenant. Il ne s'agissait plus seulement d'honorer la mémoire du grand-père ou d'obstination. Il s'agissait d'espoir collectif, de montrer que, oui, il était possible de transformer cette terre apparemment inutile en quelque chose de productif. L'homme d'affaires Auguste Moreau, cependant, n'avait pas abandonné. Un après-midi où Antoine travaillait seul sur le terrain, il réapparut, cette fois accompagné de 2 hommes à l'apparence intimidante. « Je vois que votre projet social avance. » Et commenta-t-il avec une ironie mal dissimulée. « Très beau, très communautaire. » Antoine continua son travail de renforcement de la structure de la citerne presque terminée, sans daigner répondre. « Vous savez, Dubois, vous commencez à m'énerver. » Continua Moreau, abandonnant son ton faussement cordial. « Mon offre initiale ne tient plus. Maintenant, c'est 1,5 million et encore. Et je vous suggère d'accepter rapidement, car de mauvaises choses peuvent arriver à des projets, comme celui-ci. Un incendie accidentel, par exemple, ou des vandales détruisant tout ce beau travail que vous avez fait. » La menace voilée était claire. Antoine arrêta enfin ce qu'il faisait et fixa l'homme d'affaires. « Pourquoi ce terrain est-il si important pour vous, Moreau? Qu'est-ce que vous savez que je n'ai pas encore découvert ?» Un sourire malicieux naquit sur les lèvres de l'homme. « Disons que j'ai des informations privilégiées sur certains changements qui vont se produire dans cette région. Des changements qui feront multiplier la valeur de cette terre par 10, 20 fois. Quel genre de changement? Ça ne vous regarde pas. 1,5 million, c'est à prendre ou à laisser. » Antoine sentit le sang lui monter à la tête. Cet homme représentait tout ce qu'il détestait. La cupidité, la malhonnêteté, le mépris des moins favorisés. « Gardez votre offre, Moreau. Cette terre n'est pas à vendre. » L'homme d'affaires fit un geste aux 2 hommes qui l'accompagnaient, lesquels firent quelques pas en avant, dans une posture clairement intimidante. « Vous en êtes sûr, l'ingénieur. Ce serait dommage qu'il vous arrive quelque chose. Votre femme deviendrait veuve, vos enfants orphelins. Et pourquoi? Pour un lopin de terre qui ne donnera jamais rien d'autre que du travail et des pertes. » À ce moment, on entendit le bruit de véhicules approchant. C'étaient 3 voitures d'habitants de la communauté qui, comme c'était devenu l'habitude, venaient aider au travail de fin d'après-midi, après avoir terminé leur journée en paix de son essence éco-ville. Se voyant en infériorité numérique, Moreau recula. « Ce n'est pas fini, Dubois, » menaça-t-il, avant de partir avec ses sbires. L'incident laissa Antoine profondément perturbé. Il était évident que l'homme d'affaires savait quelque chose d'important sur ce terrain, quelque chose qui justifiait son insistance et même le recours aux menaces. Mais quoi? La réponse vint de manière inattendue 3 jours plus tard, lorsque la petite ville fut prise d'une agitation inhabituelle. Des camionnettes avec les logos du conseil régional parcouraient les rues, et des hommes en costume, clairement étrangers,
discutaient avec animation dans les restaurants locaux. « Ils vont construire un barrage à 10 km d'ici », raconta le coiffeur à Antoine tout en lui taillant la barbe. « On dit que ça va irriguer toute cette région. Les terres vont valoir de l'or. » Maintenant, tout prenait sens. Moreau avait des informations privilégiées sur le projet de barrage et voulait acquérir le plus de terres possible avant que la nouvelle ne devienne publique et que les prix ne s'envolent. Mais il y avait quelque chose qui restait inexpliqué. Pourquoi son grand-père tenait-il tant à ce terrain spécifique, même avant toute rumeur sur le barrage? Et pourquoi Moreau était-il prêt à payer des millions pour celui-ci, alors qu'il aurait pu acquérir d'autres propriétés dans la région pour beaucoup moins cher? La réponse surgit de la manière la plus inattendue. Lors d'une autre journée d'entraide communautaire, tandis qu'ils approfondissaient l'excavation pour une deuxième citerne, l'un des travailleurs cria, attirant l'attention de tous. « De l'eau! On a trouvé de l'eau !» C'était incroyable. À moins de 3 mètres de profondeur, ils avaient atteint une nappe phréatique, une occurrence rarissime dans cette région frappée par la sécheresse. Antoine tomba à genoux devant la découverte, sentant des larmes couler sur son visage. Son grand-père savait. Pendant tout ce temps, le vieux Jérôme savait qu'il y avait de l'eau sous cette terre apparemment inutile. D'où son insistance à la conserver, d'où sa dernière demande. La richesse de cette terre n'est ni au-dessus, ni en dessous d'elle, mais en elle-même, répéta-t-il les paroles énigmatiques du père Joseph, en comprenant enfin leur signification. La découverte de la nappe phréatique transforma complètement les perspectives du projet. Avec de l'eau disponible, même si ce n'était pas en grande quantité, les possibilités de culture s'élargissaient considérablement. Plus important, encore, cette eau pourrait être partagée avec les familles voisines, dont les propriétés souffraient constamment de la pénurie. Les mois suivants, le projet s'étendit au-delà des attentes initiales. Avec les conseils techniques d'Antoine, la sagesse ancestrale de Joséphine et le travail dévoué de la communauté, de petits potagers commencèrent à fleurir, produisant des aliments biologiques qui gagnèrent bientôt en renommée dans la région. Marianne, quant à elle, révéla un talent surprenant pour les affaires. C'est elle qui organisa la commercialisation des produits, créant une marque qui racontait l'histoire inspirante derrière eux. « Nous ne vendons pas seulement des aliments », expliquait-elle aux clients sur son petit stand au marché. « Nous vendons de l'espoir cultivé sur une terre de résilience. » La nouvelle du succès improbable du projet parvint aux oreilles d'une chaîne de télévision régionale qui envoya une équipe faire un reportage. L'histoire de l'ingénieur, qui refusa des millions pour un lopin de terre aride, qui finit par révéler un trésor caché et transformer la vie de toute une communauté, émut les téléspectateurs de toute la région. Avec l'exposition médiatique, de nouveaux soutiens arrivèrent. Une université locale proposa un partenariat pour utiliser le terrain comme zone expérimentale de techniques de culture durable en région semi-aride. Une ONG internationale offrit un financement pour étendre le système de récupération d'eau. De jeunes étudiants en agronomie visitaient régulièrement le site pour apprendre et contribuer. 1 an après le début du projet, ce qui n'était au départ qu'un rêve apparemment irrationnel s'était transformé en une réalité palpable. Le terrain que beaucoup considéraient comme inutile abritait désormais un centre communautaire d'apprentissage sur la vie en milieu semi-aride, bénéficiant directement à plus de 50 familles de la région. Par un après-midi doré d'automne, Antoine était assis à l'ombre d'un jeune olivier, l'un des premiers arbres fruitiers plantés sur le site. Il observait au loin Lucas et Sophie jouer avec d'autres enfants de la communauté parmi les parterres verdoyants. Marianne coordonnait un groupe de femmes qui apprenaient des techniques de conservation des aliments, profitant de la production excédentaire du potager communautaire. C'est alors qu'il remarqua l'approche d'Auguste Moreau. L'homme d'affaires venait seul, les mains dans les poches et une expression différente sur le visage. Non plus l'arrogance habituelle, mais quelque chose proche du respect. « Félicitations, Dubois », dit-il en s'arrêtant à quelques pas. « Vous m'avez prouvé que j'avais tort. » Antoine ne répondit pas immédiatement, surpris par cette visite inattendue. « Je suis venu faire une dernière proposition », continua Moreau. « 5 millions, c'est plus du double de mon offre initiale. » Un sourire tranquille apparut sur les lèvres d'Antoine. Il regarda autour de lui,
La terre maintenant fertile, les gens travaillant ensemble, ces enfants grandissant au sein d'une communauté unie par un but plus grand. Vous savez, Moreau, mon grand-père, disait souvent qu'il y a des choses que l'argent n'achète pas. Je n'ai jamais complètement compris ce qu'il voulait dire, jusqu'à maintenant. Il se leva et tendit la main à l'homme d'affaires. Cette terre n'est pas à vendre, elle ne le sera jamais. Mais vous êtes le bienvenu pour apprendre avec nous, si vous le souhaitez. Moreau hésita, puis serra la main tendue. Pendant un moment, il sembla qu'il allait dire quelque chose de plus, mais il hocha simplement la tête et s'éloigna, laissant Antoine de nouveau seul avec ses pensées. Le vent doux agitait les feuilles de l'olivier, créant un murmure qui, pour Antoine, sonnait comme la voix de son grand-père. « La terre demeure », avait-il dit. Et maintenant, enfin, Antoine comprenait la profondeur de ces mots. Il ne s'agissait pas seulement d'un lopin de terre, mais de racines. Des racines qui relient les gens à leur lieu d'origine. Des racines qui soutiennent les communautés. Des racines qui s'entrelacent formant un réseau de soutien mutuel. Des racines qui s'enfoncent à la recherche de l'eau cachée au milieu de l'aridité de la vie. Tandis que le soleil descendait à l'horizon, peignant le ciel de ces mêmes couleurs que son grand-père admirait tant, Antoine ressentit une paix profonde. Il avait refusé des millions, oui, mais il avait conquis quelque chose de bien plus précieux. La certitude que parfois la valeur des choses ne réside pas dans ce qu'elles peuvent nous donner immédiatement, mais dans le potentiel de transformation qu'elles portent. Et vous qui écoutez cette histoire maintenant, vous vous demandez peut-être « Qu'aurais-je fait à la place d'Antoine ? Aurais-je accepté les millions ou aurais-je parié sur un rêve apparemment impossible ?» La réponse, comme tant de choses dans la vie, n'est ni simple ni unique. Elle dépend de ce que vous valorisez, de ce que vous considérez comme le succès, de ce que vous entendez par véritable richesse. Parce que, en fin de compte, nous avons tous nos lopins de terre arides, ces rêves, projets ou relations, qui semblent ne pas valoir l'effort aux yeux des autres, mais qui, pour nous, recèlent un potentiel caché que seul le cœur est capable de voir. Et peut-être que la vraie sagesse réside justement là. Reconnaître que certaines des plus grandes transformations commencent par un simple acte de foi au milieu de l'aridité, par le courage de dire non à la sécurité immédiate, pour poursuivre une vision que peu comprennent, mais qui peut un jour refleurir et nourrir non seulement vous, mais aussi tous ceux qui vous entourent.